Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous proposer une série de révisions sur chute parabolique. La série vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo en format PDF. Vous avez 3 exercices complets sur chute parabolique. Dans cette vidéo là, je vais faire la correction du premier exercice. Et dans le premier exercice, on va jouer un petit peu au basket pour se défouler un petit peu en ce temps de préparation. D'accord? Donc, voilà l'énoncé. Donc, on vous dit, au cours d'une compétition de basketball, un basketteur A tire en direction du panier constitué par un simple cercle métallique dont le plan horizontal est situé à la distance H. Donc, voilà, le panier se trouve là, au point C. Lorsque le ballon est lancé par le joueur A, donc il va être lancé à partir du point G, le centre G du ballon est à la hauteur de 2 mètres. D'accord? Centre G est à la hauteur de 2 mètres. Donc notez bien l'énoncé, ce qui est important toujours dans l'énoncé. H égale à 2 mètres. La distance séparant les verticales passant par le centre G est D égale à 7, c'est-à-dire la distance entre le joueur et le panier, c'est 7,10 mètres. La vitesse fait un angle alpha égal à 45 avec l'horizontale. Le panier est marqué au ré ici lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier, c'est-à-dire par le point C. On néglige l'action de l'air, c'est très important. On va dans la valeur de G, 9,80 mètres seconde moins 2, et la masse du ballon. Première question. Montrez que la trajectoire de G est donnée par ça. Donc on cherche la trajectoire du ballon au moment où elle a été lancée par le joueur avant qu'elle arrive à un point C si le panier est réussi. Calculez la valeur V0 pour que le panier soit réussi. Donc quelle est la condition sur V0 pour que la balle va atterrir au point C? Dans la suite, on va prendre V0 égale à 9,303 mètres par seconde, établir et calculer la durée nécessaire au ballon pour parvenir au centre du panier, donc la durée du chute. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la vitesse du ballon lorsque le panier est marqué, c'est-à-dire une fois qu'il arrive au point C, quelle est sa vitesse. Maintenant, un joueur B de l'équipe adverse situé à une distance D égale à 0,9, donc quelque part ici, d'accord, du joueur A, entre celui-ci et le panier, tente d'empêcher le tir en levant verticalement les bras. La hauteur atteinte par B égale à 2,7. D'accord? Donc le joueur B, pendant le saut, voilà, sa hauteur, imaginons que celle-là, c'est 2,7 mètres. Si le ballon part avec la même vitesse que précédemment, c'est-à-dire 9,03 mètres par seconde, est-ce que le panier sera marqué ou pas? Alors, c'est un bon exercice de révision. On va rappeler l'essentiel sur le chute parabolique, le théorème de l'énergie cinétique, le travail du poids, et souvent, dans les exercices de chute parabolique, vous avez des conditions, par exemple ballon de golf, skieur, pas mal d'exercices. On vous dit dans quelles conditions telle condition sera réalisée ou pas. Donc là, il faut savoir manipuler ce type de questions. Bien. Donc première question, je suppose que normalement, à ce stade-là, tout le monde doit retrouver cette équation. Parce que ce sont des choses de base qu'il faut connaître sur le mouvement de chute parabolique. Donc, sinon, revoir la vidéo sur le cours que j'ai déjà posté sur le chute parabolique dans la chaîne. D'accord? Allons-y. Donc, pour déterminer l'équation de la trajectoire, toujours définir le repère. Donc, on va travailler dans le repère OX, OY. Donc, voilà ce repère qui est défini ici, OX, OY. Donc, c'est le repère d'étude. En mécanique, 3 choses importantes. Quel est le système étudié? Quelles sont les forces appliquées? Et bien sûr, le repère d'étude, on l'a déjà énoncé dans l'énoncé. Le système étudié, c'est la balle. Les forces appliquées, bien sûr, c'est le poids.
Ensuite, bien sûr, énoncer la deuxième loi de Newton, qui vous dit tout simplement la somme des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération. Donc la somme des forces appliquées, qui est le poids, est égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité. Ça veut dire tout simplement que l'accélération est égale tension vecteur. N'oubliez pas les vecteurs. C'est le vecteur accélération qui est égal au vecteur G. C'est le vecteur. Notez bien, c'est vectoriel. Parce qu'après, on va faire la projection de ce vecteur sur le plan, sur le repère au X ou Y. Maintenant, un point très très important de la chute parabolique, c'est ça. Je les mets en jaune. Ce sont les conditions initiales. Je vous conseille toujours d'écrire les conditions initiales avant de faire aucune résolution de n'importe quelle équation. Quelles sont les conditions initiales? Donc il y a les conditions initiales sur la position, c'est-à-dire x0, y0. Vous regardez le schéma, c'est pas toujours 0. Ça peut être moins h plus h, il faut regarder le schéma. Donc le point G, elle est là. Donc sa projection sur l'axe des x, c'est x0 est égal à 0. Et sa projection sur l'axe des y, c'est h. Donc au G, les conditions initiales, c'est x0 égale à 0, y0 est égal à h. Les conditions initiales sur la vitesse. Donc on vous dit que la vitesse fait un angle alpha avec l'axe des x. Donc voilà, vous faites la projection de v sur l'axe des x. Donc c'est ce vecteur-là. Donc c'est ça v0x. Donc côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc vx, c'est v0 cosinus alpha. Donc toujours côté adjacent, c'est le cosinus. Par contre, sa projection sur l'axe des y, c'est cette quantité-là. Et ça, c'est le côté opposé, c'est sinus. Donc c'est v0 sinus alpha. Ensuite, vous pouvez ajouter la projection du vecteur g dans le repère au x ou y. Bien sûr, g, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan dirigé toujours du haut vers le bas. Voilà l'accélération. G. Donc G a pour composante quoi? 0 sur l'axe des x parce qu'il est perpendiculaire à l'axe des x et moins G sur l'axe des y parce qu'on a orienté l'axe des y vers le haut. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être, on peut vous donner un axe orienté vers le bas. Et dans ce cas, ce sera plus G. Donc, il faut faire attention. Après, bien sûr, on va projeter la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire deuxième loi de Newton, sur l'axe OX et sur l'axe OY. N'oubliez pas, ce qu'on cherche, c'est l'équation de la trajectoire. C'est quoi l'équation de la trajectoire? C'est y égale f de x. D'accord? L'équation de la trajectoire, c'est y égale f de x. D'accord? À ne pas confondre avec les équations horaires. Quand on vous demande l'équation horaire, c'est x en fonction du temps, y en fonction du temps. Si on demande l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Donc je dois chercher d'abord x en fonction du temps. Donc la projection de cette relation sur l'axe des x, l'accélération, c'est la dérivée seconde de x par rapport à t carré. Bien sûr, la projection de g, vous voyez maintenant, vous faites juste ax, c'est x seconde, égale à 0. Donc j'intègre une première fois. L'intégrale de x seconde, c'est v de x. L'intégrale de 0, c'est une constante. Et cette constante, si sa valeur à t égale à 0, c'est v0 cosinus alpha. D'accord? Donc voilà. Maintenant, pour passer de v de x à x, on va intégrer v0 cosinus alpha. L'intégrale de v0 cosinus alpha, c'est v0 cosinus alpha fois t plus une constante. Et toujours les constantes sont déterminées par les conditions initiales. À t égale à 0, vous avez x0 égale à 0. Donc je remplace t par 0. Je remplace x0 par 0. Donc la constante égale à 0. Et donc voilà x de t. Donc c'est v0 cosinus alpha fois t. D'accord? Vous l'encadrez. Et vous continuez. Maintenant on veut déterminer y de t. Donc la même chose. Je fais la projection de y toujours en utilisant les conditions initiales. Donc je répète, l'accélération a pour composante x seconde, y seconde. Maintenant je fais la projection sur OY. Donc la dérivée seconde de y par rapport
at carré, donc c'est moins g, parce que la portion de g sur y, c'est moins g. Maintenant, pour déterminer vy, j'intègre une première fois, parce que vy, c'est l'intégrale de gamma y. Donc vy, l'intégrale de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. La constante est déterminée par les conditions initiales. À t égale à 0, ce terme, c'est v0 sinus alpha. Donc v0 sinus alpha égale à la constante. D'accord? Donc v de y, c'est... donc la constante, c'est v0 sinus alpha. Pardon. Donc ça, c'est la constante. D'accord? À t égale à 0, je remplace ici par 0, vous avez 0. Et vy est égal à la constante. Et à t égale à 0, vy, effectivement, pour laisser vy, c'est v0 sinus alpha. Donc, vy égale à moins g fois t plus v0 sinus alpha. Maintenant, la même chose qu'on a fait pour passer de ay à v de y, on va le faire pour passer de v de y à y. C'est-à-dire, je vais intégrer une première fois, une deuxième fois v de y. L'intégrale de t, c'est t carré sur 2, donc moins 1 demi gt carré sur 2. L'intégrale de v0 sinus alpha, c'est v0 sinus alpha fois t. Toujours ajouter une constante. Et à t égale à 0, là il faut faire attention, y n'est pas égal à 0, y égale à h. Je les mets en jaune. Donc vous remplacez par 0, t par 0, donc vous avez 0, 0, plus une constante est égale à h. Donc la constante est égale à h. Et donc voilà l'expression de y. Maintenant on a y de t, on a x de t. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on élimine le temps. Donc ça, c'est des choses que vous devrez connaître maintenant par cœur. On va éliminer le temps. Donc je dois chercher t en fonction de x. Vous avez t est égal à x sur v0 sinus alpha. Et puis je remplace t par sa valeur dans l'expression de y. D'accord? Et vous avez moins 1 demi g x carré sur v0 sinus carré, plus x, vous avez v0 sinus alpha sur v0 cosinus alpha, ça vous donne tangente alpha, plus h. Maintenant, on va faire quelques applications numériques. Alpha égale à 45 degrés. Donc sinus alpha, c'est racine de 2 sur 2. Tangente alpha, c'est égal à 1. Et sinus carré, c'est 1 demi. Donc je remplace ici par 1 demi. Donc 1 demi avec 2 va se simplifier. Et ça vous donne moins g, c'est-à-dire moins 9,8 sur v0 au carré x carré. Tangente alpha égale à 1, donc plus x, plus 2. Donc voilà, enfin, l'équation de la trajectoire. Donc c'est très classique. Il faut faire juste attention aux conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration. Maintenant, calculer la valeur de v0 pour que le point soit réussi. Donc j'ai tracé ici une trajectoire aléatoire du ballon. Voilà. Donc pour que le point soit réussi, ça veut dire quoi? Il faut que la balle atterrit au point C. Ça veut dire le point C doit appartenir à cette trajectoire. Donc si le point C appartient à la trajectoire, ça veut dire le panier sera réussi. Donc on va déterminer les coordonnées de ce point C et montrer si il vérifie l'équation de la trajectoire. Voilà, donc les coordonnées du point C sont quoi? Sont, vous avez x, c'est égal à d, y est égal à grand H. Donc x égale à 7,1, y est égal à 3,5. Donc on remplace dans l'équation de la trajectoire y par 3,5, x et voir si x par 3,5 et voir si on va trouver y égale, x par 7,10 et voir si on va trouver y égale 3,05. Voilà. Donc je remplace x par d, d'accord? Ah pardon, là on cherche, désolé, on cherche pour quelle la condition sur v0, pardon. X il est fixe, il est 3,05, y il est fixe, c'est 7,10. La question c'est, quelle est la valeur de v0 pour que le panier soit réussi? Pardon, j'ai mal lu la question. Donc pour que le panier soit réussi, il faut que ces deux x, y vérifient l'équation de la trajectoire. Donc on va remplacer y par 3,05, x par 7,10 et chercher la valeur de v0 par conséquence. Donc je remplace x par d, y par
grand H, voilà, et je vais déterminer l'expression de V0. Donc voilà, Y est égal plus, donc je remplace X par D, voilà, et Y par H. Donc j'isole le terme 9,8 vers 0 D au carré, j'isole V0 au carré, donc je fais l'inverse, donc ça sera 9,8 D carré divisé par D plus 2 moins grand H. Ensuite la racine carrée, faites l'application numérique et vous allez trouver 9,04 mètres par seconde. Donc, vous voyez, pour que le panier soit réussi, c'est-à-dire si le joueur lance la balle avec cette vitesse, on est sûr que la balle va atterrir au point C. Donc, je répète ici la question, parce que je l'ai mal lu au départ. Donc on vous demande de calculer la vitesse pour que le panier soit réussi. D'abord, il faut déterminer les conditions pour que le panier soit réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut que les coordonnées du point C vérifient l'équation de la trajectoire. Donc, on remplace dans l'équation de la trajectoire xy par les coordonnées du point C et on déduit la valeur de la vitesse. Maintenant, on vous demande d'établir la durée nécessaire au ballon pour parvenir au centre du panier, c'est-à-dire la durée du chute parabolique. Donc vous avez deux manières, soit utiliser y de t, soit x de t. Mais le plus simple, c'est bien sûr x de t. Donc parce que je connais la valeur de x, quand la balle arrive au panier, x doit être égal à d. Donc je remplace juste x par d et je vais déterminer le temps. Donc t est égal à x sur v0 cosinus alpha, ça c'est valable quel que soit x. Donc si x égale à d, je vais déterminer le temps, je l'appelle temps t indice c, le temps où la balle arrive au point C, ça sera d sur v0 cosinus alpha. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver 1,1 seconde. Bien sûr, je peux utiliser y de t, et dans ce cas remplacer y par grand H, mais c'est un peu plus lent parce que y s'exprime en t carré. Question suivante. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculez la valeur de la vitesse du ballon lorsque le panier est marqué. Calculez la valeur de la vitesse du ballon au point C. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de l'énergie cinétique? Il vous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures. Donc, delta EC, énergie cinétique finale, moins énergie cinétique initiale est égal au travail des forces extérieures. Comme ici la seule force c'est le poids, donc il va rester le travail du poids. Là où je fais attention que le poids a un travail négatif parce que vous voyez que l'énergie potentielle du poids augmente. Il passe d'une valeur mg petit h à une valeur mg grand H. Et pour les forces conservatives, le travail du poids, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. Donc faites attention ici, le poids, quand un corps monte son énergie, le travail du poids est négatif. Quand un corps chute, le travail du poids il est positif. Si par hasard, par exemple, le point C était là, de G à C, le travail du poids sera positif. Par contre, de G à C, le travail du poids sera négatif. C'est là où il faut attention. Donc le travail du poids, c'est moins mg fois la distance qui sépare le point final et le point initial. Donc moins gh'. Et h', bien sûr, c'est grand H moins petit h. Donc c'est ça, la variation de la hauteur. Donc je vous rappelle, le poids, c'est une force conservative. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de la hauteur initiale et de la hauteur finale. Ça, c'est une propriété des forces conservatives. Le travail du poids, quel que soit le chemin suivi par la balle, le travail ne dépendra que Z initial et Z final. D'accord? Et faites attention ici, c'est un travail résistif, donc le travail, il faut pas oublier le signe moins. Bon, après, il suffit de remplacer bien sûr H' par grand H moins petit h. Ici, l'énergie cinétique finale, c'est 1 demi MVC au carré. Énergie cinétique initiale, 1 demi MVZ au carré. Le travail du poids, c'est moins MGH. On va simplifier par M partout. D'accord? Et donc, vous avez VC au carré moins V0 au carré est égal à moins 2G fois H'. Ça veut dire VC égale à racine carrée
de V0 carré moins 2GH'. On connaît V0, on connaît G, on connaît H'. On peut faire l'application numérique. Bien. Maintenant, on va passer à la dernière question. On vous dit un joueur de l'équipe B adverse situé quelque part ici à 0,9 mètres, ici par exemple. Il va faire un saut et il va arriver à la hauteur 2,7. D'accord? La hauteur atteinte par B 2,7. Donc on vous dit, si le ballon part avec la même vitesse que précédemment, ça veut dire qu'il va avoir la même trajectoire, le panier sera-t-il marqué? C'est très important ici, part avec la même vitesse. Ça veut dire on va utiliser la balle, donc il va suivre la même équation de trajectoire qui a été démontrée tout à l'heure. Donc, comment savoir si le panier sera réussi ou bien le joueur va bloquer la balle? Là, c'est une petite question de réflexion. À votre avis, quelle sera la réponse? Eh bien, puisqu'on connaît l'équation de la trajectoire, il suffit bien sûr que le point B, c'est-à-dire le point, les coordonnées de ce point-là, c'est-à-dire on connaît maintenant sa hauteur, c'est-à-dire Y, on connaît son X. Si les coordonnées de ce point appartiennent à l'équation de la trajectoire, bien sûr, le joueur va arrêter la balle. Mais si les coordonnées de ce point n'appartiennent pas à la trajectoire, bien sûr, le saut sera réussi. Voilà ce qu'il fallait penser. Donc, les coordonnées de ce point B, c'est 0,9 mètres et sa hauteur, c'est 2,7. Or, le point sera marqué si les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de la trajectoire. Donc, voilà l'équation de la trajectoire, puisque on a envoyé la balle avec la même vitesse, donc l'équation ne va pas changer. Vous voyez, l'équation ne dépend que de V0. Donc, je vais remplacer X par 0,9. Si je trouve 2,7, ça veut dire la balle va être bloquée. Si je trouve autre chose que 2,7, ça veut dire la balle va passer. Donc, en faisant une application numérique, vous allez trouver 2,8, qui est bien sûr différent de 2,7. Donc, le panier sera marqué. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc téléchargez la série qui se trouve en bas et bon courage pour la solution des autres. Peut-être on fera la solution prochainement. Donc à bientôt pour d'autres contributions. Donc demain, je vais vous proposer une série fiche de révision sur la cinétique chimique. D'accord? Cinétique chimique, vous savez qu'on peut suivre la réaction par des méthodes physiques et par des méthodes chimiques. Et parmi les méthodes physiques, il y a la mesure de la conductivité, la mesure de la pression, la mesure de pH. Et je vais vous proposer un exercice qui utilise le suivi en mesurant la pression. Donc à demain, bon courage.